Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Cité Culture, il est 20h05 sur RBS. Bienvenue donc dans votre émission culturelle strasbourgeoise et pas que. Je suis accompagné ce soir comme tous les soirs d'une belle équipe. Nathalie est avec nous ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Guilain est également présent. Bonsoir Guilain. Salut Geoffrey. Et Bastien est avec nous ce soir également. Bonsoir Bastien. Bonsoir à tous. On va vous faire nos conseils lecture maintenant ce soir. On va parler donc du dernier roman d'Emmanuel Carrère sorti à l'occasion de la rentrée littéraire. Yoga, c'est le titre de ce roman autobiographique ou plutôt d'autofiction, on le verra aux éditions POL. C'est justement ce qualificatif autobiographique qui lui a posé problème. Le roman se décompose en 3 parties. Alors, une première sur une retraite durant laquelle il pratique justement le yoga. Une seconde partie sur la description d'une phase de dépression profonde jusqu'à un séjour en hôpital psychiatrique. Et une dernière partie qui raconte son voyage sur l'île de Léros où se trouve un camp de migrants dans lequel il anime des ateliers d'écriture. Ce qui a suscité quelques remous autour de cette publication, c'est une ellipse narrative volontaire, un saut dans le temps entre le passage sur le stage de yoga et la dépression. Cette ellipse serait à la demande de son ex-compagne, la journaliste Hélène Deving, qui dispose depuis leur divorce d'un droit de regard sur ses œuvres et a amendé une partie de l'ouvrage avant publication. Cependant, une procédure judiciaire est en cours. À l'origine, une citation dans le livre reprenant les phrases d'un ancien de ses ouvrages dans lequel est citée justement Hélène Deving. Yoga était en lice pour le Goncourt. Il n'a pas passé la dernière phase de sélection et ne figurera donc pas parmi la liste des finalistes parce qu'il s'agit d'une autofiction à cause de la procédure judiciaire ou tout simplement pour la qualité de l'œuvre en elle-même. Outre ces questions, c'est l'occasion également pour nous ce soir de revenir sur la carrière de cet auteur avec notamment ses adaptations littéraires au cinéma, on en reviendra à la fin, mais d'abord on va tout de suite donc parler du roman en question, Yoga. Nathalie. Oui, je l'ai déjà dit, moi j'aimais bien les fictions entre guillemets de Carrère et j'ai beaucoup plus de mal sur ses derniers ouvrages, mais comme Yoga était en tête des ventes et qu'il était impossible de passer dans une librairie sans le voir, je me suis dit allons-y, plongeons dans le texte et regardons où il en est. Alors, la 4e de couverture nous dit que c'est un livre sur le yoga, la dépression, la méditation, le terrorisme, les migrants. Je le cite, des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, en réalité, si elles vont ensemble. Et effectivement, elles vont ensemble dans la mesure où c'est le récit à peine fictionnalisé de la vie de l'auteur qui se parcourt en long, en large et en travers. Et c'est par là que pour moi, selon mes goûts littéraires, cela pêche, le fait qu'il tourne sempiternellement au bord de lui-même. Du coup, il tourne en rond, dans des palabres un peu égotistes, et ce n'est pas forcément problématique que de faire un grand roman psychologique ou sur la dépression, mais le problème, c'est que il me semble qu'il manque d'un souffle littéraire pour élever cette introspection tourmentée à un niveau plus universel. Il nous donne sa note d'intention, en fait, page 84, et ça correspond bien à sa littérature. Donc, en fait, c'est une citation d'un auteur romantique, mais qui l'apprécie et qui a été un peu son mantra pour écrire. Je cite « Écrivez sans le dénaturer et sans hypocrisie tout ce qui vous passe par la tête. » Alors, exemple, ça donne, page 82, « J'essaie de voir à quoi ça pourrait ressembler de transcrire en dénaturant le moins possible dans mon futur livre ce qui m'a traversé la tête durant cette plage de 2 heures. » En gros, à ce que vous lisez là, mais il faudrait y ajouter tout ce qui s'est passé en même temps sur le plan du souffle et des sensations. Et donc, il y a un premier grand chapitre sur le yoga avec une dizaine de définitions de cette pratique philosophique, dont la plus savoureuse ou la plus vulgaire, ça sera au choix de l'auditeur. Je cite, « La méditation, c'est pisser quand on pisse et chier quand on chie. » Ce n'est pas faux, mais 3 petits points. Donc le but de la retraite Vipassana, c'est de se débarrasser de l'empire de son ego encombrant et despotique. Et le problème, c'est que c'est très très long sur le souffle, sur les pensées pour ne pas penser ou les tentatives pour se débarrasser des idées parasites. Et c'est là où c'est raté, puisque le livre ne raconte que ça, l'emprise de l'ego. Et là où il y a quand même des choses intéressantes, c'est que ça donne lieu à quelques pages assez drôles, donc une petite lecture, page 116, donc à sa retraite, il dit « Des gens sévèrement flippés, il y en a beaucoup dans les trucs de genre. Il y en a beaucoup partout, mais peut-être encore plus chez les chercheurs de sens et de sérénité. C'est un drôle de spectacle, émouvant, 120 personnes réunies pour 10 jours dans un hangar pour plonger chacun en soi-même, savoir mieux qui il est, savoir mieux ce qui le meut. Chacun de nous est enfermé dans ses pensées, ses obsessions, chacun de nous est pris dans ses remous, chacun de nous se cogne dans ses impasses. Chacun de nous est venu dans l'espoir d'y voir un peu plus clair, de s'extraire un peu de la mélasse, d'être un peu moins malheureux. » Et
Bon, alors c'est assez drôle. Et en plus, il me semble que ce texte dit quelque chose de l'individu contemporain malade, fatigué de lui-même. Il y a des beaux textes de sociologues sur le sujet, la fatigue d'être soi. Et également des individus détruits pour certains par la psychanalyse qui du coup cherchent refuge dans les philosophies et les pratiques orientales. Alors il nous raconte ses angoisses de la page blanche, ses réflexions sur l'écriture elle-même ou le livre qu'on tient entre les mains et les affres de la dépression qui rôdent. Là où c'est intéressant aussi, c'est que, alors qu'il y a cette retraite où tout le monde est coupé du monde, on n'a pas le droit d'avoir de livres, de téléphone portable et même de quoi écrire, il y a un retour fracassant du réel, assez bien senti, puisque Emmanuel Carrère va être tiré de cette retraite par les attentats de Charlie Hebdo. Et là, ça dit bien à un niveau plus profond combien la civilisation occidentale a été tirée de son sommeil profond, de sa fin de l'histoire, entre guillemets, par le terrorisme, qui signe le retour du tragique. Pourtant, cela n'aide pas l'auteur, en tout cas le personnage Emmanuel Carrère du livre, puisqu'il a toujours autant de mal à vivre avec lui-même. Et ça donne, comme tu l'as dit Geoffrey, Histoire de ma folie, assez bref, troué de cet internement à Sainte-Anne et des électrochocs, pudiquement appelés électroconvulsiothérapie. Bref, et puis comme tu l'as dit également, le récit de la rédemption avec les migrants de Lesbos. Là où son ex-compagne a dit que par ailleurs, il y avait une petite torsion avec la réalité, puisque ça serait elle qui lui aurait suggéré ça avant l'internement à Sainte-Anne et non pas après. Mais bon, enfin, la phrase finale, c'est « Je continue à ne pas mourir » à coup de réflexion sur le samsara. Oui, alors Nathalie, je trouve que tu as dit beaucoup de choses vraies, et je te rejoins sur pas mal de points. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai quand même bien aimé. Je suis d'accord que c'est pas son plus grand livre. À l'époque, j'avais lu Limonov qui m'avait complètement embarqué et qui était, pour le coup, excellent. Moi aussi. Génial. Celui-ci m'a embarqué aussi dans un autre style, clairement. Et tu l'as dit tout à l'heure, on suit quand même le personnage Emmanuel Carrère. Moi, j'ai pas eu l'impression, alors bien entendu que c'est pas nié et je le nie pas non plus, que c'est sa vie et que c'est en partie autobiographique, mais c'est quand même très romancé. Enfin, il y a quand même plusieurs épisodes. Il y a des personnages qui n'existent pas, qui ont été inventés totalement, notamment le personnage de Federica dans la dernière partie. Tu l'as dit tout à l'heure, le séjour à Léros, il est normalement positionné avant dans le récit de sa vie, avant son internement à Sainte-Anne, et là il l'est après comme justement une rédemption, enfin comme un retour à la vie, etc. Et en plus, dans le livre, il dure plus de 2 mois, me semble-t-il, alors que dans la réalité, il dure quelques jours. Donc, on est enfin moi j'ai pas, en tout cas, ce que j'ai aimé, c'était pas de suivre Emmanuel Carrère, c'était de suivre son personnage. Juste un tout petit mot, c'est que là pour moi à partir du moment où lui il pose un pacte plutôt autobiographique, ce dont tu parles, c'est du travestissement. Quand j'emploie le mot fiction, pour moi c'est justement élever la petite biographie personnelle à quelque chose de plus universel, et moi je trouve qu'il y arrive pas vraiment. Mais c'est beaucoup ce qu'il lui a reproché. Il a pas écrit dans le roman, justement, je l'ai pas lu, mais il a pas écrit Tout est vrai. Il me semble avoir entendu ça. Après, je laisse finir Bastien, parce qu'il y a une vraie problématique sous-jacente, et c'est pour ça qu'on parle de yoga, alors même que pour moi le livre est dispensable, mais c'est intéressant d'avoir un contrepoint. Mais oui, mais en effet, il parle de la vérité à un moment. Nathalie nous en dira tout à l'heure un bout. Quoi dire d'autre sur le livre en lui-même ? Moi, j'ai trouvé... Alors, il y a quand même, et vous l'avez mentionné tous les deux, et je le rementionne, il y a quand même 3 grands temps dans le livre. Le premier sur le stage de méditation, le second son internement à Sainte-Anne, et le troisième son séjour à Léros. Ils sont inégaux, tant d'un point de vue quantité que d'un point de vue purement qualitatif. Enfin, moi j'ai trouvé. Et il reste, même s'il y a un fil conducteur qui est la méditation, puisqu'il en parle du début à la fin, même si ça devient de plus en plus, au fur et à mesure qu'on tourne les pages, de plus en plus subtil, la référence à la méditation, il y a quand même ce fil rouge, mais on reste, moi je reste convaincu, et il le dit plus ou moins lui, qu'on a 3 bouquins en un bouquin sur la méditation, un bouquin sur la dépression et son internement à Sainte-Anne, et un dernier bouquin sur le sujet de la crise des migrants de 2015. Bon, ça m'a pas spécialement dérangé, mais j'ai lu 3 livres, par contre. Voilà.
Ouais, c'est beaucoup ce que disaient les lecteurs, justement, cette impression que c'est plutôt lui qui a mis trois journaux différents ou trois journaux intimes différents, mais qui finalement forment pas forcément un tout cohérent. Bah, c'est cohérent quand même, ça reste cohérent. Moi, j'ai pas trouvé que c'était complètement qu'on passait du coq à l'âne et que non, ça reste une œuvre, enfin une œuvre à part entière et unique, mais elle est quand même divisée en trois grands temps. Et du reste, pour revenir sur Sainte-Anne, je crois que tu l'as dit, Nathalie aussi. Moi, j'ai été un petit peu, ouais, si j'ai été un petit peu déçu parce que je trouve que le passage de la partie sur le yoga à la partie sur sa dépression, elle est très brutale parce qu'elle est introduite par la fameuse ellipse et on y plonge d'un coup dedans et par contre, on n'a même pas le temps de se rendre compte que de ce qui se passe, de ce qu'il est en train de vivre, de ce dont il parle, qu'on en est déjà sorti et que c'est déjà fini. Oui, mais quand la lettre de l'ex a été publiée, j'ai compris cet effet est très étrange, mais alors il y a un gros trou dans le texte autour duquel il tourne, et Oui. après la lettre, j'ai compris de quoi il s'agissait. Et tout à fait. Et du coup, cette lettre est très... Bon, alors, pour sortir un petit peu de l'œuvre littéraire et du coup, peut-être parler de ce dont tu as parlé tout à l'heure, Geoffrey. Oui, c'est cette ellipse, justement, entre ces deux blocs, si on peut dire, qui a posé question à des problèmes juridiques aussi. C'est comme ça que Le Monde a sorti son article sur yoga en disant comment l'ellipse narrative est devenue le sujet de notre rentrée littéraire grâce à yoga, quoi. Alors oui, donc c'est autour de ça que tourne toute la question de ce bouquin et notamment de ses implications plus juridiques, plus people presque, puisque en fait il est la résultante d'un contrat qu'il a signé avec son ex-compagne Hélène Devink au moment de leur séparation quand ils ont divorcé parce qu'elle a toujours été un personnage, enfin pas forcément un personnage à part entière de ses romans, mais en tout cas elle a toujours inspiré les personnages qu'il écrivait et du coup ne voulant plus être mis à nu, c'est ça, ils ont en tout cas conclu ensemble de ne plus qu'elle ne soit plus utilisée comme personnage, comme inspiration. Alors, page 204, il nous dit « En écrivant sur les autres, on passe ou peut passer du côté de la vraie torture parce que celui qui écrit a les pleins pouvoirs et celui sur lequel il écrit est à sa merci. » J'ai publié un livre autobiographique appelé « Un roman russe ». Je m'y suis mis à nu, très bien, ça me regarde, mais j'ai fait subir le même traitement à 2 personnes. Ma mère qui redoutait que je révèle un secret de famille et ma compagne de l'époque dont j'ai étalé l'intimité affective et sexuelle sous prétexte qu'étant inextricablement mêlée à la mienne, elle m'appartenait autant qu'à elle. Il appelle ça même un double déballage. Et du reste, son ex-compagne a publié une lettre ouverte dans la presse et elle en fait mention. Elle en fait mention du fait que lors de leur vie de couple, sa vie était et sa sexualité notamment était utilisée dans ses œuvres littéraires et que ça lui posait pas de problème. Enfin, c'était vraiment pas un souci. Par contre, voilà, au moment de leur séparation, c'est ce qu'ils ont conclu ensemble. Bon, aujourd'hui, elle a en effet lu le livre avant enfin en tout cas de ce qu'on sait, hein, on n'est pas dans leur vie de couple, mais elle a lu le livre avant publication, elle en a fait des amendements. C'est pas elle qui a demandé l'ellipse, c'est Emmanuel. Elle existait avant même qu'elle relise, en tout cas moi de ce que j'ai compris. Elle avait demandé d'autres modifications qui n'ont pas été faites, et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle veut mettre ça dans les tribunaux. Et bon, après, libre à elle, ils ont signé un contrat ensemble. S'il faut le respecter, il faut le respecter. Alors moi, c'est pas une question people. La vie des gens ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est une question littéraire. Je m'explique. Toujours page 204, il nous dit, je cite, « La littérature est avant tout le lieu où on ne ment pas. » Alors ça, c'est sacrément discutable et c'est une vraie problématique littéraire. Je renvoie à ce magnifique texte d'Aragon sur la force de la littérature qui tient au mentir vrai. C'est-à-dire que par la fiction, l'imaginaire, il s'agit de toucher du doigt quelques vérités universelles. En fait, c'est l'idée que la fiction, l'invention, a le pouvoir de transformer la vie chaotique et hasardeuse en destin. Ça, c'est une paraphrase de Camus. Je pourrais citer aussi Bourdieu qui nous dit que la littérature permet l'émergence du réel plus profond. Donc quand on parle des 3 parties très éparses, c'est ça qu'il n'a pas vraiment réussi à faire, à transformer la vie chaotique et hasardeuse en destin ou lui donner une portée plus universelle. Or, pour faire très bref et céder bientôt la parole à Guilain sur le cinéma, mais ces ouvrages précédents, ce que j'ai aimé précisément, c'était des fictions sur d'autres vies que la sienne, pour paraphraser un autre de ses bouquins, qui pourtant parle de lui. Mais bon,
Et donc, par la fiction, il traitait de ses obsessions, mais pas en se prenant comme premier sujet. Il apparaît toujours dans le récit, mais c'était pas forcément le focus. Il avait donc un peu plus de distance. Et ses obsessions, c'est l'imposture, la folie, l'enfermement. Je prends 2 exemples. L'Adversaire, en 2000, c'est un texte sur Jean-Claude Roman. Donc, en fait, ce menteur invétéré qui a fait croire pendant 18 ans qu'il était médecin à tout le monde, à toute sa famille, et quand son mensonge allait être sur le point d'être découvert, il a tué sa femme, ses enfants, ses propres parents. Donc, Carrère, en fait, avait suivi le procès de Roman et il s'était échangé beaucoup de lettres et ça avait donc donné l'Adversaire. Ou, deuxième exemple dont tu as parlé et qui est génial, c'est Limonov, prix Renaudot en 2011. C'est entre le récit et l'enquête. Et en fait, ce personnage qui a existé, Édouard Limonov, qui était à la fois écrivain, homme politique et toutes sortes de choses. Je cite Carrère, voyou à Kharkov, poète underground à Moscou, loser magnifique à New York, écrivain branché à Paris. Bref, Emmanuel Carrère s'était intéressé à l'homme aux 1001 visages. Il avait aussi fait La classe de neige, qui est une pure fiction angoissante sur un enfant tenaillé par des angoisses dans un décor presque kingien de Stephen King et qui était enlevé par son père. Donc, en gros, il a toujours eu une écriture qui s'inspire du réel, mais avec plus ou moins de masques fictionnels. Et la dernière partie de carrière d'Emmanuel Carrère est de plus en plus centrée sur lui. Et pour moi, il a perdu ce qui faisait, à mon sens, l'intérêt de ses romans avant. Guylain, il nous reste 5 minutes pour parler justement, Nathalie en a parlé de quelques-unes de ses œuvres qui ont été adaptées au cinéma. Oui, alors savoir quand même, je rebondis directement sur Carrère. Emmanuel Carrère lui-même a fait des films, il a fait des docus, il a fait notamment des scénarios adaptés de ses propres bouquins. Évidemment La classe de neige de Claude Miller, qui est un grand film un très bon film français, on va dire. Et moi, personnellement, je trouve qu'il s'est totalement planté dans l'adaptation de son propre bouquin qui était La moustache avec Vincent Lindon en 2005. Donc je vais pas en dire pas en dire beaucoup parce que franchement c'est dispensable, mais c'est un film sur l'imposture, sur le mensonge et l'imposture, mais surtout et Nathalie en a parlé parce que le bouquin est connu déjà à l'origine. Il y a un grand film, il y a un bon film adapté de son œuvre qui est donc L'Adversaire en 2002 par Nicole Garcia. D'autant plus intéressant que Nicole Garcia, c'est quand même une réalisatrice qui a pas non plus une œuvre, je veux dire, dont on va disserter 30 fois dans Cité Culture à mon avis durant l'année, mais qui a vraiment trouvé, on va dire, le ton juste avec L'Adversaire. Pourquoi ? Parce que je trouve que L'Adversaire a de ça de réussi. Bon, d'une part parce que donc le film sort en 2002, Daniel Auteuil est au sommet de sa gloire, il est excellent dans le film, il joue justement le rôle de Jean-Claude Roman, qui est un type qui n'arrête pas de mentir, et les mensonges vont quelque part le submerger, puis à la fin il finit par trucider sa famille. Histoire vraie, donc adaptée par Carrère. Mais ce qui est intéressant, c'est le regard d'Auteuil est insondable durant le film, ça fonctionne extrêmement bien, parce que la mise en scène de Nicole Garcia, c'est quand même un peu du téléfilm français façon Julie Lescaut, faut pas se mentir, mais l'incarnation d'Auteuil fonctionne vraiment. La photographie d'ailleurs de mémoire est pas dégueu, et alors surtout c'est pour ça qu'en plus c'est bien qu'on en parle à l'antenne, parce que je trouve que il y a 2 choses. Visuellement, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma est une affaire de mensonges. J'invente rien en disant ça. Les plus grands monteurs le disent depuis le début de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire le fait de monter un film monter un film signifie mentir, dans la mesure où sélectionner des passages, montrer des instants et volontairement orienter le regard sur certaines choses, c'est l'art même de mettre en scène un mensonge. Ça n'a rien de neuf, mais Nicole Garcia en joue assez bien dans les non-dits, les hors-champs, etc. dans L'Adversaire. Mais surtout, elle a une très bonne idée, Nicole Garcia, c'est qu'elle fait appel à Angelo Badalamenti. Badalamenti étant le trompettiste de formation, mais surtout connu parce que c'est le compositeur de David Lynch attitré. Et donc Badalamenti fait du Badalamenti, c'est-à-dire qu'il donne naissance pour le film à une musique qu'il compose donc, qui est une nappe musicale typique de Badalamenti, c'est-à-dire c'est un son très synthétique, très calme, très, très gris, qui donne quelque part la tonalité du film. Je crois que Geoffrey, tu passes un extrait qui arrive. Voilà, donc c'est pas, on va pas laisser ça pendant des minutes non plus, c'est plutôt musique d'ambiance, mais ce qui est bien trouvé, c'est cette manière de raccorder le thème de l'imposture avec les paysages enneigés, parce qu'on est à la frontière avec la Suisse, en Haute-Savoie, donc quelque chose de froid dans le décor. Donc ça, Nicole Garcia peut pas grand-chose, c'est comme ça que c'est là que le film se déroule, puisque Jean-Claude Roman circule entre la Suisse et la France. Mais donc on a cette musique tragique derrière qui évoque constamment le poids de la damnation. Et alors ce que je trouve, j'ai pas lu le bouquin, je le précise, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce qui tombe sur
sur Emmanuel Carrère aujourd'hui, c'est-à-dire un peu de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire le type qui travaille sur le mensonge, qui est pris dans la nasse des petits mensonges en quelque sorte à l'égard de sa compagne, de ce qu'il a révélé, de ce qu'il refuse de révéler, de son passage dans un camp de migrants qui en fait est posé à un autre moment biographique que le réel moment. Ce qui est intéressant, c'est de voir le spécialiste de l'imposture, connu pour ça également au cinéma, parce que ces films sont des films sur l'imposture et le mensonge, se voir pris dans la nasse et dans la tenaille du mensonge comme les personnages de ces romans et les personnages de ces films. Merci beaucoup à tous les trois. Donc on espère vous avoir donné envie de revoir des films et de lire. Alors, très très brièvement, quelques secondes chacun, peut-être le livre de Carrère que vous conseilleriez aux auditeurs. Bastien? Yoga, non, Limonov. Moi aussi, Limonov. Limonov, les Et deux. après, l'adversaire. À part l'adversaire, je n'ai pas lu Carrère, donc je te dirais l'adversaire parce que c'est le seul. Très bien, merci à vous. On espère que cette émission vous a encore plu et vous a donné envie de découvrir bien des choses.